Donc on va parler clairement de médecine de catastrophe, d'outils mis à disposition tant pour les professionnels de santé que pour la population, bien évidemment. Donc dans un premier temps, je vais vous passer 2 films sur des shelters, sur un hôpital mobile et un shelter de décontamination. Et on échangera questions-réponses. Si le temps nous le permet, ce qui devrait être le cas, on passera directement sur l'utilisation de drones dans la médecine de catastrophe en termes de dénombrement. Et là, ça prend aussi tout son sens par rapport à votre métier d'ARM, plus que sur initialement le PMA. Donc on commence et dès qu'on a fini les 2 films, on échange ensemble. Ça vous va ? Alors, c'est un prototype en fait qui a été développé grâce au programme POCTEFA et Galurge. C'est un prototype qui vise un petit peu à apporter une solution innovante dans le déploiement de solutions sanitaires mobiles. Il y en a d'autres qui sont rapides à déployer mais qui ne sont pas très confortables, pas très ergonomiques, comme des tentes par exemple. Et nous, ce qu'on voulait, c'était une solution qui est un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il soit à la fois en dur, avec du confort de travail dans lequel on puisse faire beaucoup de choses, qu'il soit rapide à déployer et qu'il soit très polyvalente et autonome. Et puis, il se déploie comme ça, il multiplie sa surface par 6 pour devenir un hôpital qui peut être polyvalent. Au maximum, on peut accueillir 18 patients dans cet hôpital, on va dire en configuration post-médicale avancée. Et puis, dans des configurations un peu plus confortables, on peut rentrer jusqu'à une dizaine de patients dans des box qui sont des petits box dans lesquels on peut faire de la réanimation, de la vaccination, du prélèvement Covid par exemple. Et donc, on va dire contrainte entre 10 et 18 patients simultanés avec à bord tout le matériel médical nécessaire. La deuxième spécificité, c'est son autonomie technique avec une réserve en eau, en électricité, en gaz médicaux, en oxygène en fait, qui nous permet d'assurer dans toutes les configurations 2 heures d'autonomie, quel que soit le type de sinistre auquel on a à faire face. Donc, on peut imaginer un attentat ou une catastrophe qui implique de nombreuses victimes. L'hôpital peut commencer à prendre en charge des victimes avec tout ce qu'il a à bord, sans apport extérieur, que ce soit d'électricité, d'eau, etc., pour plusieurs heures. Pues dentro del manejo de un sistema pues, que puede utilizarse, hemos visto que es muy versátil, pues como lugar de urgencias, como incluso quirófanos, como box de diferentes tipos o incluso irte un poco más allá. Para gente que requiera de una atención inicial muy temprana, un dispositivo de este tipo te va a permitir un mejor pronóstico. Et une des actions du projet est la recherche et le développement de nouvelles technologies. Donc il a été déjà déployé sur un Covid Tour en septembre sur les territoires de la Haute-Garonne. Et ensuite on l'a déployé également au CH de Bayonne dans le cadre de la crise sanitaire pour renforcer les services d'urgence qui étaient un peu surchargés. À partir de notre expérience, on a imaginé, conçu, réfléchi donc cet hôpital mobile. On a contacté la société CGLEC, qui est donc une entreprise spécialisée, une entreprise locale sur Toulouse, qui est spécialisée dans la sécurité et dans la défense. Et du coup, ils ont réutilisé cette solution innovante, ils nous ont proposé cette solution innovante pour la déployer dans le cadre de situations sanitaires pour la catastrophe ou la médecine d'urgence. Une partie de l'innovation du shelter est dans son ouverture. Donc c'est assez technique et ça nécessite quand même une prise en main et plusieurs manipulations afin de vraiment être autonome sur son déploiement. Donc on avait prévu ces 2 jours de formation pour les partenaires de la Navarre et de l'Aragon. Hemos venido a Toulouse un grupo. Está Hitor, jefe de unidad de la sección de emergencias y transporte sanitario de la subdirección de urgencias y 2 bomberos, compañeros jubilados ahora para que no interfiriéramos en las diferentes plantillas que nos van a ayudar pues en el manejo del camión allá en Pamplona. Y estamos aquí recibiendo una formación de un sistema de hospital de campaña móvil que entra en un contenedor compacto y bueno, es una mejora ostensible respecto a los sistemas que tenemos actualmente.
y lo vamos a utilizar en el dispositivo que tenemos actualmente de vacunación contra el COVID. La idea es moverlo en áreas rurales, es un poco más difícil mover otras infraestructuras. Este elemento pues, nos puede ayudar mucho de cara a darnos un lugar donde realizar las vacunaciones. Nos da una robustez y a su vez una cierta velocidad a la hora de montarlo que bueno, pues, gana mucho respecto a lo que tenemos ahora mismo. Hemos aprendido muchísimo aquí en Toulouse de la gente, pues dentro de este proyecto, el proyecto EGALURG, yo creo que es una ganancia estos proyectos de colaboración absoluta. Passe le second, c'est parti. Donc pour vous expliquer un petit peu, les shelters, vous avez vu, c'est une boîte magnifique, c'est des poupées gigognes, ça s'agrandit. Pour vous expliquer pourquoi d'abord, le premier film, il est entre le français et l'espagnol. Le projet Galurge est un projet européen, un projet transfrontalier qui doit permettre, ou devait permettre, et il a permis d'ailleurs, à amener une aide sanitaire à l'ensemble des régions les plus reculées
de France et surtout d'Espagne, qui était réellement avec surtout la Navarre, qui avait une grosse problématique d'accès aux soins pour les vallées reculées de l'Espagne. Donc, dans un premier temps, le projet, comme je vous l'ai dit, était européen, donc financé en grande partie par des projets européens, et c'est un partenariat entre tous les départements français limitrophes à l'Espagne et tous les départements ou les régions espagnoles limitrophes à la France qui ont participé à ce projet. Nous avons été particulièrement partie prenante sur ce projet avec l'ouverture du projet dans un premier temps. On a cherché des partenaires bien sûr, et puis ensuite on a travaillé, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo, avec Cegelec Défense en leur donnant un cahier des charges. Cahier des charges qu'on a fait évoluer progressivement dans le temps parce que on s'apercevait qu'il manquait telle ou telle chose, etc. Donc, Monsieur Bou, le patron du SAMU de Toulouse, vous l'a expliqué dans la vidéo, mais on est autonome, et on est autonome avec un lot PSM 1 de première intention. On est projetable sur une grande partie du territoire. Alors, dans un premier temps, on a été projeté, et on ne s'est projeté qu'entre la France et l'Espagne. Maintenant, le partenariat européen et le partenariat transfrontalier existe, mais il n'existe pas de la même façon que pendant les 3 premières années, puisque maintenant nous sommes propriétaires du shelter, mais nous avons toujours ce partenariat avec l'Espagne, et nous le prêtons, entre guillemets, ou on le leur passe, de telle sorte qu'il y ait eux aussi certaines campagnes. Il est arrivé à point nommé sur 2019, quand le Covid est arrivé, à peine livré, déjà reparti, puisque on s'est aperçu que personne à ce moment-là, ou peu de gens, puisque c'est le début du confinement, peu de gens pouvaient se déplacer et avoir un accès soit préventif sur le Covid, sur le dépistage, soit ensuite ça a été sur de la vaccination. Donc on l'a amené, nous aussi, dans des vallées bien reculées de France, des vallées pyrénéennes bien sûr, pour éviter à la population d'avoir à se déplacer pour du dépistage massif. Et ensuite, en gros, le même schéma sur de la vaccination. Vous l'avez vu aussi, une fois que le gros de la vaccination a été passé, ou une fois que la vaccination a été un peu plus officialisée, un peu plus nationalisée, on est allé sur le passé à Bayonne, à l'hôpital de Bayonne, pendant plus d'1 mois et demi, parce qu'ils étaient complètement saturés dans leurs hôpitaux, et ça est devenu un UHCD. Alors effectivement, vous allez me dire, on se dévoie un petit peu de la médecine de catastrophe, quoique, quand un hôpital est saturé et qu'il faut créer rapidement une zone de soins, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Donc cet outil a plusieurs avantages, et après bien sûr on parlera, je répondrai à vos questions là-dessus, et puis on parlera de la décompta. A plusieurs avantages, c'est projetable, alors plus c'est loin, plus on met de temps, on a un camion, mais si on a un carré plat de 20 par 20, en demi-heure à 4, bien formé, on est opérationnel à la gestion d'un malade. Donc clairement, si on veut le projeter sur un DPS, il vaut mieux l'avoir monté avant. C'est logique. Par contre, si on doit venir en renfort rapidement, hormis le temps de trajet, petite information, notre camion n'est pas bridé en termes de vitesse de pointe, c'est-à-dire que il n'est pas tenu comme un camion à rouler à 90 km/h, donc on peut rouler un peu plus vite, donc gagner un peu de temps. L'idée aussi, c'est d'envoyer aussi une VL au départ, avec une partie de l'équipe de Kata qui va aller sur le terrain, vérifier où est-ce qu'on peut le monter. Nous, chaque fois qu'on l'a déployé en sachant grosso modo où on allait le mettre, puisque c'était soit lors d'exercices, soit lors de campagnes de dépistage de vaccination. Donc du coup, toujours pareil, une reconnaissance en amont des lieux pour arriver à le faire le plus rapidement possible. On s'est aperçu qu'il était hyper important justement de se projeter avant l'arrivée du camion, parce que croire qu'on va le monter, et ça court vite à la catastrophe, parce que plus de 5% de pente, on ne passe pas. Enfin, je veux dire, on ouvre d'une bonne dizaine de mètres, de 16 mètres exactement, ce qui paraît être horizontal sur 2,50 m, l'est beaucoup moins sur 16 mètres. Donc, on l'a vu, mais l'intérêt de ce shelter, de ce PMA, c'est qu'il a plusieurs
configurations, une configuration de soins. Il peut avoir aussi une configuration poste de commandement. Et il peut avoir surtout le double effet qui se coule, entre guillemets, c'est de se dire, ben voilà, j'ai besoin d'un poste de commandement, mais j'ai aussi besoin d'une petite unité de soins. Donc, on l'a pensé pour être utile à beaucoup de choses. Il est relayé par le PCA que vous verrez tout à l'heure, qui permet d'avoir une couverture réseau et radio immense, et satellitaire surtout. Ce camion est aussi, enfin ce shelter est aussi équipé d'une parabole pour passer directement en satellite si jamais on doit le rendre autonome quelque part et qu'on n'ait pas le PCA avec. Mais soyons clairs, si on n'a pas un PCA associé à notre shelter, clairement, qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra qu'on ait une zone pour gérer la communication et donc à ce moment-là, on va saucissonner le shelter parce que vous avez vu que c'est des alcôves qui s'ouvrent, mais on fait ce qu'on veut en termes d'alcôve, c'est-à-dire qu'on peut avoir des alcôves de la largeur d'une cellule, ou de 2, ou de 3, etc. Il suffit de démonter les cloisons à l'intérieur et on obtient ce qu'on veut. Il est armé au quotidien avec donc un lot PSM 1, il est armé avec 10 respirateurs, avec tout le matériel pour faire de la réa de première intention. Alors, quand je dis qu'il est armé H24, c'est pas complètement vrai. Il est armé que quand on arrive à le rentrer dans le garage, parce que le lot PSM, il a des médicaments. Si on le laisse devant la porte, un coup chaud, un coup froid, ça marche pas trop. Donc techniquement, quand on est prêt à partir, il est dans notre garage. Vous avez vu le bâtiment tout à l'heure. Il est dans le garage, on le charge et on s'en va. Donc techniquement, prêt au départ extrêmement rapidement. Après, soit il est parti sur un DPS, on le monte avant, soit, de toute manière, s'il doit partir sur une catastrophe sanitaire particulière, à ce moment-là, on le charge, mais on a un peu plus de temps puisqu'on est censé partir en renfort. Donc, un outil qui permet d'avoir du chauffage, d'être étanche, d'avoir un certain nombre de conforts. Alors j'allais dire pour les soignants, mais de première intention pour les patients qui, au lieu d'être à même le sol ou dans une tente par vent froid, se permet d'avoir du chauffage. On n'a pas poussé le vice jusqu'à la climatisation, soyons honnêtes, mais on est autonome en énergie des groupes électrogènes, on est autonome en eau, on est autonome en pharmacie. La première alcôve, celle qui reste fixe en permanence, elle contient tout le PSM, la pharmacie et tout le matériel. Donc, un outil qui permet rapidement de travailler dans de bonnes conditions et donc d'avoir une meilleure prise en charge de soins aux patients. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce shelter, son utilisation, sa façon de fonctionner ? Oui. Est-ce qu'il est prévu qu'il soit prêté pour les Jeux Olympiques ? Il n'est pas encore acté qu'il soit prêté pour les Jeux Olympiques. En revanche, pour la Coupe du Monde de rugby, il a été monté sur la prairie des Filtres, donc sur un grand lieu, sur la fan zone, la plus grande fan zone de Toulouse. On l'a mis en poste fixe, ce qui nous a permis d'avoir le PMA monté comme on le voulait et surtout de gérer nos flux de victimes en amont du flux de spectateurs qui étaient présents. Donc, pour Paris et pour les JO, je ne sais pas encore, on est en pourparlers là-dessus, mais je pense qu'il a aussi plus un intérêt, par exemple, à faire PMA d'une fan zone importante sur Toulouse, si tant est qu'elle soit réalisée, et auquel cas ça reste plus logique, parce que sinon, une fois qu'il est parti, on ne l'a plus. Donc le but, c'est de l'utiliser. C'est toujours très compliqué, vous le savez, avec la médecine de catastrophe. Il faut tout utiliser, tout avoir, d'abord pour jamais s'en servir, mais surtout l'utiliser comme un SMUR. Et ça, je ne vous apprendrai rien sur quand est-ce que j'envoie mes moyens. Quand est-ce que j'envoie un SMUR, parce que quand il est parti, je ne l'ai plus. Donc il faut être sûr que je l'envoie au bon moment. C'est exactement la même chose sur le shelter, c'est exactement la même chose sur la médecine de catastrophe. Donc techniquement, aujourd'hui, il est à Toulouse, il devrait y rester. Je ne sais pas s'il partira à Paris ou s'il servira à être PMA d'une fan zone toulousaine. D'autres questions ? Alors, soit j'étais particulièrement clair, soit vous êtes tous complètement endormis. Donc, j'ai la réponse. Vous êtes endormis ? Non.
Ben vas-y, si tu l'as en main. Il faut combien de personnes pour le monter et combien de places À 4, on s'en sort bien. 4 personnes formées. Ouais. Alors, on a tout dit, mais on va être honnête. 4 personnes formées, demi-heure. Voilà. Et là, on est autonome. Donc, l'intérêt... Comment ? En accéléré, une demi-heure. Non. Ah ouais 4 personnes formées, demi-heure, oui. On va le faire cet après-midi alors. Ah, d'accord. Une petite question concernant la personne qui engage justement ce moyen-là. Ça va être le médecin régulateur. Alors là, c'est une super question parce que de toute manière, on ne l'a jamais engagé en SSE à proprement parler sans l'avoir pré-engagé. Donc, on l'a essayé une fois. On a fait un exercice à la Cité de l'Espace il y a 2 ans, je crois, où on a dit ça ne sert à rien de surjouer l'exercice. Si le PMA est monté à un endroit où il y a un attentat, c'est que soit on est terroriste, soit on est bien renseigné. Donc on a dit, on ne le jouera pas, il ne partira pas, et on enverra nos moyens et nos équipes à l'appel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, le SAMU est à vol d'oiseau 400 mètres d'ici. La Cité de l'Espace, c'est complètement de l'autre côté. On va dire, il y a une petite dizaine de kilomètres à vol d'oiseau et 16 ou 17 par la rocade. Ce qui veut dire qu'on l'a joué comme ça. Et là, on a eu ce qui va se passer dans toute SSE, les premières victimes qui sortaient, et nous, on était toujours en train de mettre des tubes pour monter notre PMA. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Les soignants se disent, moi, je laisse tomber le PMA et je m'occupe des victimes. Les logisticiens se disent, il faut avancer, comme ça, on va bosser dans de bonnes conditions. C'est toujours le grand dame de la décision. Donc aujourd'hui, s'il doit être engagé, on va dire qu'il va être engagé par demande du médecin superviseur, du médecin régulateur du SAMU 31, mais avec un aval beaucoup plus important de chefferie, parce que on ne part pas à 3 et pour le monter, il en faut au moins 4, il faut du personnel, du matériel pour partir. Donc ça engage un peu plus de moyens que d'engager simplement la VLCATA dans une SSE potentielle. Donc ça demande aussi un rappel de personnel. On ne le fera pas tourner à 4. Ça demande donc une prise de conscience de l'événement et, on va dire, une validation globale, chefferie médicale et paramédicale du SAMU sur qu'est-ce qu'on engage et comment on l'engage. Parce que monter un PMA comme ça, surtout si on part un peu loin, c'est pas pour quelques heures. On va imaginer que si c'est pour 2 heures, le temps qu'on arrive, c'est fini. Donc si c'est sur une SSE de très grande ampleur, il y a plusieurs choses qui vont être en place. C'est aussi le fonctionnement, la logistique, le roulement des équipes. Donc avant de le faire partir, avant de le projeter directement, il faudra s'enquérir de tout ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? D'autres questions sur ce magnifique shelter ? Très cher. Ça coûte très très cher. Nous, on fait partie des développeurs, donc on l'a eu à prix coûtant. Aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que shelter plus camion, on est aux alentours du million. Ouais, du million. Après, il faut se dire, un porteur neuf, un camion comme on a, ça vaut déjà 300 ou 350 000 euros. Donc le shelter, en plus, a évolué, puisque nous, on est sur celui-là, on est sur les bases des premiers shelters de récupération. Aujourd'hui, quand vous l'achetez à ce prix-là, vous l'achetez neuf. Nous, on est parti sur un shelter de l'armée, déjà utilisé. En gros, on a fait du remarqueté. Donc, il nous a coûté beaucoup moins cher, mais il est beaucoup plus petit. Pour les gens plus de 1m90, c'est compliqué. Il était compatible, celui-là, avec le Transal, l'avion militaire. Donc, il était aérotransportable. Tous les shelters sont aérotransportables. Ce qui se passe, c'est que nous, on a pris la première configuration. Et aujourd'hui, comme c'est la 400M, l'avion qui projette le matériel sur les zones de conflit, à ce moment-là, il est plus grand parce qu'il rentre dans un avion plus grand. Donc, effectivement, c'est un joli jouet. Quand je dis ce prix-là, il n'y a pas de matos, pharmacie, biomédical, etc. Comment ? C'est ça. Vous avez le camping-car, vous n'avez pas les ustensiles. Alors, le projet est transfrontalier à la base, pas forcément.
il y avait un besoin, il y avait une envie de faire, on va être honnête. Et on a clôturé ça par un exercice transfrontalier il y a 2 ans maintenant sur le 66, donc les Pyrénées-Orientales et l'Espagne. Alors, pour nous, c'est l'Espagne, pour eux, c'est la Catalogne. C'est pas tout à fait pareil, mais on était donc à Puigcerdà et on a fait cet exercice-là, on l'a joué pour voir ce qui se passait en termes de moyens. Parce que travailler à une frontière, une SSE à une frontière, c'est très compliqué parce que on a tous des moyens, on a tous envie de bien faire. Super, mais on ne se parle pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a mon voisin comme matériel, il ne sait pas ce que j'ai, et si on n'est pas en capacité de s'entendre, c'est compliqué. Pour répondre réellement à votre question, il n'y a pas de raison que ça aille dans les Alpes s'il n'y a pas un vrai besoin. En revanche, on l'a créé parce qu'il y avait un besoin. Maintenant que le système fonctionne, on peut tout à fait imaginer que des hôpitaux, ou plusieurs hôpitaux, ou des régions, en fassent acquisition pour justement se projeter dans certains endroits. Après, clairement, les vallées des Alpes un peu reculées sont peu habitées par rapport aux vallées espagnoles des Pyrénées. D'autres questions? Alors, dans l'absolu, on a dit 4. Oui. Si on est à 4, c'est le minimum, on l'ouvre et on fonctionne. Si, dans les 4, il y a un infirmier et un médecin. D'accord? Ça, c'est le minimum, c'est ça. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ça. On a besoin d'avoir une pharmacienne pour le PSM, on a besoin de plus de monde que ça. Techniquement, on va dire que si j'ai... après, en fait, j'allais vous répondre tout bêtement comme un PMA. Plus la catastrophe est grande, plus j'ai besoin de monde. Mais dans un PMA, si j'ai un médecin, un infirmier, je fais le minimum. Et après, si j'ai un secrétariat d'entrée, un secrétariat de sortie, si effectivement j'ai un ARM avec, ça va gonfler la note. Mais clairement, pour fonctionner, si j'ai 1 à 2 médecins et 2 à 3 infirmières, c'est royal. C'est royal en fonction si ce sont des UA ou des UR. Oui. Ouais. Non, on est obligé d'ouvrir. Alors, on l'a eu fait. C'est pas safe. En fait, la structure, elle se verrouille. Elle se verrouille, je ne sais pas si vous avez vu dans le film, elle se verrouille en plafond. Et ensuite, les portes viennent fermer le cube. Le problème, c'est que si je n'ai pas tout ouvert, les dernières portes, elles sont repliées et elles ne viennent pas fermer ce cube. Et donc, du coup, à ce moment-là, ça bouge un peu. D'accord? Donc oui, clairement, on l'ouvre en entier. Si on n'a pas 16 mètres, il faut se mettre ailleurs. Parce qu'en gros, je vous ai dit un carré de 20-20. Ce carré de 20-20, il permet aussi au camion de partir. Parce que le camion, l'idée, c'est je pose au sol et le camion, il est libre. Par exemple, si, et ça va être parfait, ça va faire la transition, on va pouvoir aller chercher le shelter de décompta qu'on va mettre à côté et on peut avoir un PMA ou un poste de commandement et un PMA avec à côté le shelter de décompta. Donc, techniquement, on a tout intérêt à se prémunir de ça, c'est voir où on se met. En gros, le mieux, c'est le grand champ, le grand parking. Mais maintenant, sur les parkings, on met des arbres. Alors, c'est bien, mais c'est pas très pratique. Donc voilà, il faut, on va dire qu'avec une dizaine de personnes, on est super large pour tenir longtemps. D'autres questions? Oui? Ben non, Marianne, il n'y en a pas d'autres, il n'y a que nous. Si. On a été les premiers. On a fait des émules. Oui, effectivement, ça commence. Il y a pas mal de centres hospitaliers qui passent à cet achat-là en disant, parce que tout le monde a fait de la médecine de catastrophe à peu près il y a 25 ans. Tout le monde a acheté une tente il y a à peu près 25 ans. Et maintenant, la tente qui a 25 ans, elle est foutue. Donc au moment de racheter, les tentes, c'est pas donné non plus. Alors, c'est pas le même prix, hein, mais certains SAMU commencent. Le SAMU Strasbourg s'est équipé de shelters. Il y en a d'autres, ça commence progressivement. Et ça... Comment? Non. Faut avouer que c'est cher. Et la médecine de catastrophe, on l'a dit, hein, il faut tout pour pas s'en servir. Et il est souvent compliqué au niveau budgétaire de dire j'ai besoin de 1 million de plus. Mais même si on l'a un peu moins cher, mais ça coûte très cher pour le laisser dans un coin si on ne l'utilise pas aussi en termes de formation, parce que son
son but aussi, c'est d'avoir une réelle formation. L'utiliser beaucoup. Quand vous parlez tous espagnol, vous avez compris ce qu'avait dit le monsieur. Il faut l'utiliser, il faut savoir, il faut être formé pour le faire. Le faire partir seul avec un chauffeur, il sert. Il faut être clair que sans cette expertise, il ne peut pas fonctionner. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui a tendance à se développer, mais au vu du coût, ça prend un peu de temps. Un shelter, c'est une boîte en anglais. Shelter, S-H-E-L-T-E-R, c'est une boîte. Et en fait, elle se déplie, tout simplement. On passe à la décompta. Oui. Le tonnage, on est à, si je dis pas de bêtises, moins de 20 tonnes. C'est pas très lourd. La boîte elle-même, avec le camion, hein. La boîte elle-même n'est pas... La boîte elle-même n'est pas lourde, c'est le camion qui est lourd. Et selon le choix qui sera fait de tel ou tel camion, ça amènera un tonnage particulier. Donc aujourd'hui, on a refusé par exemple d'aller le positionner sur des dalles de parking souterrain. Des fois, il nous est demandé par exemple par nos partenaires, comme la préfecture, de le prépositionner quelque part. Et on essaye d'avoir quand même du sol dessous pour éviter tout risque. Par-le s'il rentre dans la 400M, il rentre dans le Beluga, c'est sûr. Alors après, les nôtres n'ont pas les mêmes roues que les militaires. Les militaires, quand ils le font, il y a à chaque coin, vous avez de très grosses roues qui se montent assez facilement et qui leur permettent d'être poussés. Nous, le nôtre, on a fait le choix, il est fixe. Il n'a plus de roulette. Il a la roue arrière pour la décharge, ça s'arrête là. Après, il peut être transporté, mais il faut à ce moment-là trouver un moyen de le mettre sur quelque chose qui roule. Mais oui, il peut être transporté, on l'a imaginé, mais pour l'instant, on ne l'a jamais réalisé. Selon les projets que nous avons en cours, il est fort possible qu'on soit amené à le projeter. Oui. C'est bon ? On passe à la décompta. Donc, même principe, vous avez vu, 6 cellules qui s'ouvrent. Vous avez vu le portrait de M. Larin, qui est quand même le monsieur SAMU français. Et on en est très fiers et on a la chance que ce soit chez nous que ça ait commencé. Au-delà de ça, donc on a voulu lui rendre hommage par son portrait sur le shelter de décompta. On a pensé ça parce que comme la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart des hôpitaux, nous n'avons pas de quoi décontaminer en masse des gens. Donc, nous maintenant on est ESR, donc on n'a plus le choix, on se doit, donc on est établissement de santé de référence, donc on se doit d'être non seulement novateur, mais surtout formateur dans ce domaine-là. Donc nous on est en train d'avoir une unité fixe de décompta sur les hôpitaux, elle va être à Purpan, les travaux ont commencé il y a une quinzaine de jours, et nous l'idée c'est que ce shelter-là soit projetable, puisse servir de backup en cas de problématique majeure. Et nous avons aussi un troisième shelter sur les hôpitaux, qui est un shelter mixte, qui est posé en fixe à Rangueil, sur le 2e hôpital de Toulouse, et qui, lui, a une partie salle de cours, on va dire, ou poste de commandement, et 3 lignes de décontamination, ce qui nous permet aussi de le projeter soit sur une catastrophe de petite ampleur, mais surtout de faire de la formation sur, pour l'instant, la grande région Occitanie, sur du NRBC. Vous avez vu que on a filmé un exercice proche du SAMU sur l'utilisation du shelter. Ce shelter, lui, il met un peu plus de temps à être monté. Pas sur l'ossature elle-même. L'ossature elle-même, c'est facile. Ça va très vite. Le problème, c'est qu'il faut être extrêmement prudent sur les effluents. Il faut tout bien raccorder. On a des bâches souples pour récupérer les eaux souillées. On a des réchauffeurs parce qu'on ne peut pas doucher les gens en eau froide, même si c'est l'été, parce que non seulement ils ont été choqués, traumatisés et relativement empoisonnés, il faut être clair qu'on se doit d'être sur un minimum de confort pour le faire correctement. Oui. Alors, on est toujours en lien avec les SDIS dans le fonctionnement, comme c'est pas nous, Toulouse en particulier, c'est l'ensemble des SAMU de France qui sont en lien avec les SDIS, eu égard
au maillage territorial que eux ont et que nous n'avons pas, clairement. Après, oui, on est en lien avec eux. Pour l'instant, on ne l'a utilisé qu'en exercice avec eux. Ils ont une berce, mais qui a un volume de décontamination bien moindre que le nôtre. Nous, aujourd'hui, on a 6 lignes, grosso modo, entre 4 et 5 lignes de valides, et 1 à 2 lignes j'y arrive pas, de personnes à mobilité réduite, on va dire, à ce moment-là. Donc clairement, on passe sur les valides toutes les 10 minutes s'il est un peu autonome. Ça veut dire que on va passer 4 à l'heure, 4-5 à l'heure sur 4 à 5 lignes. Vous faites le calcul, ça va assez vite. Le problème, c'est que si on a beaucoup de gens sur la ligne des invalides, qu'est-ce qui se passe? On embolise une ligne de valide et on va moins vite. L'idée aussi, par rapport à ta question, c'est de se dire, effectivement, on se met en lien avec eux. S'ils sont avec nous pour de la décompta, à ce moment-là, on peut nous faire plus d'invalides, puisque eux, leur ligne d'invalide, au moins pour le SDIS 31, leur ligne d'invalide, elle est quasi inexistante. Puisque c'est une berce qu'ils ont, mais une berce qui s'ouvre simplement, qui fait tente. Donc après, c'est pas tout à fait le même matos, mais l'idée, c'est d'être complémentaire dans ce genre de fonctionnement. Donc oui, on est en lien avec eux pour, ne serait-ce que, maintenant, on commence à devenir autonome, mais de quoi s'agit-il? De quel produit on parle? Ça, jusque-là, c'était que les pompiers qui l'avaient. Nous, maintenant, on commence à être équipés. On a un AP4C, pour ceux qui connaissent. Donc, on est en capacité de savoir de quoi on parle réellement. Mais là, ça vient du fait qu'on est ESR et ça ne vient pas du fait qu'on est SAMU. Donc, clairement, on se doit de travailler ensemble pour prémunir l'ensemble des soignants, qu'ils soient blancs, rouges ou même les forces de l'ordre, puisqu'il faut qu'on soit en capacité de leur donner un certain nombre d'informations sur le produit en question, et surtout faire de la décompta de masse, mais je ne vous l'apprendrai pas, on n'est pas sous le vent, etc., ça vous le savez, mais clairement, on se doit de le faire et de le faire bien, et de ne pas plus exposer nos soignants qu'ils ne sont déjà. D'accord? D'autres questions? Alors, puisque vous ne posez pas la question, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait des eaux usées? C'est toujours une très bonne question. Parce que, on ne sait pas trop si. Dans un premier temps, elle est dans une bâche, on ferme et on trouvera le moyen de la vider quelque part. Clairement, c'est toujours très compliqué. Oui, on a un partenariat avec Veolia qui est censé nous réutiliser. Faire quelque chose de ces eaux souillées, de produits chimiques ou nucléaires, etc. D'autres questions ou on passe au drone? Oui. Oui. Alors, comme vous l'avez vu, il y a 2 couleurs dans le shelter. Le rouge et le vert. On rentre côté et on sort côté vert. Donc, normalement, quand on est sorti côté vert, on est beaucoup plus propre, beaucoup moins contaminé. Mais effectivement, selon de quoi on parle, si on parle de nucléaire, par exemple, on peut repasser à la détection et demander aux gens de refaire un tour. On sait tous quand même que dès lors qu'on aura fait une décompta sèche et qu'on se sera déshabillé, on aura enlevé, à part l'été, énormément de produits contaminants. Donc une fois qu'on a dit ça, la douche, elle va enlever, allez, on va parler de 20 à 30% si on s'est déshabillé et qu'on l'a fait correctement. Parce qu'enlever un t-shirt, c'est plus facile à dire qu'à faire quand il est contaminé. Donc effectivement, on peut être en mesure sur le sas de sortie, surtout sur du nucléaire, de retester les gens. Sur le chimique, c'est vite compliqué. Donc en fait, on met un certain nombre de personnels sur les lignes qui ne sont pas forcément avec le patient, mais qui vont être en lien avec lui pour lui expliquer ce qui se passe. Parce qu'il faut être clair. Le patient, il ne porte rien, il va se déshabiller tout seul parce qu'il est valide, et nous, on a les tenues qu'on porte de cosmonaute. Donc déjà, normalement, ça le met en joie et ça le rassure de se dire que lui, il est habillé comme ça et moi, je suis tout nu. Mais bon, effectivement, on a l'intérêt, c'est de les briefer au cas par cas, au questionnement,
avec, là ça se voit pas complètement, mais ne serait-ce que des poubelles pour jeter certaines choses, de quoi retenir leurs affaires, mettre un scellé, leur dire que c'est à eux qui perdront pas leurs effets personnels à proprement parler. Alors après, la gestion des effets personnels dans ce genre de catastrophe, c'est toujours un vrai problème, mais on l'a en point d'orgue parce que il faut rassurer les gens, rassurer la population. Et on a un système de réhabillage avec, ne serait-ce que ce sont des pyjamas jetables, des couvertures de survie. On a acheté des espèces de tongs que je qualifierais de jetables pour que les gens, quand ils sortent, ils soient réhabillés. Alors tous les mêmes là pour le coup, mais qui puissent marcher et qui soient dans une forme de confort acceptable. Oui. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on l'a toujours fait un exercice. Quand il va falloir tout décontaminer, tout nettoyer, ça va nous prendre un certain temps, c'est certain, puisque vous l'avez vu, je pense que même tout ce qui est toile, vous avez vu qu'on ouvre des couloirs plus larges avec des toiles. Je pense que les toiles, on va les brûler, on va les faire incinérer, de telle sorte qu'on les plie, on les range, on les fait incinérer et on en prend d'autres. Après, il y aura la décontamination classique des douches, mais ça, c'est pas énorme, finalement. Et après, il y aura aussi la décontamination de toute la tuyauterie des effluents, qui revient sur le camion et qui n'est pas juste géré par Veolia. Ça, c'est notre job. Mais ça, effectivement, en fonction des produits que nous avons, on va pouvoir tester est-ce qu'il en reste, est-ce qu'il n'en reste pas, etc. D'autres questions? Oui. Non. On l'a rêvé autonome, mais c'est pas possible. En fait, il faut trop d'eau. Il est autonome pour chauffer, il est autonome pour récupérer, mais il lui faut une arrivée d'eau. Alors, on a pensé avoir une cuve dans une remorque, etc. Oui, mais une cuve sur une remorque, quand elle a fait 2 ou 3 000 litres, c'est fini. Donc, l'idée aujourd'hui, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est que le camion, on demande à tous nos ambulanciers du SAMU 31 d'avoir le permis poids lourd. On ne leur a pas demandé, on ne leur demande toujours pas, le super lourd. Et si vous rajoutez derrière ce camion une remorque qui fait plus de 750 kg, vous passez au super lourd. Donc là, ça demande d'autres contraintes. Donc aujourd'hui, on prévoit d'amener un camion. À chaque fois qu'on fait partie en shelter, on a un camion léger de logistique. Donc aujourd'hui, il nous faut de l'eau. Le reste, on se débrouille. Chauffage, c'est bon. Effluent, c'est bon, mais il nous faut de l'eau. Et électricité, quand il y a besoin, puisqu'il y a de la lumière, on a des groupes. Voilà, il faut un robinet d'eau, sinon c'est compliqué. C'est bon ? Vous savez tout? Oui. Alors, il n'y a pas de risque puisqu'on récupère les effluents, clairement. Alors, quand c'est très mouillé, on le pose sur des plaques en résine. Si c'est détrempé, on ne se mettra pas là. En plein été, on le met où on veut, parce que c'est sec, parce que c'est dur. Si la première contrainte, c'est d'y amener le camion. Si c'est tout boueux, le camion il va se planter. On a un 6.4. Non, on n'a pas un 6.4, on a un 6.2, puisque les roues arrière sont directrices pour gagner en mobilité, pour pouvoir un peu se sortir d'endroits compliqués. Donc clairement, si c'est trop boueux, le camion le plante. Et une fois qu'on a planté le camion, on ne fait plus rien. Donc on privilégie, nous, des parkings, des zones relativement canillard urbaines. Après, dans un champ, ça peut se mettre. Mais clairement, c'est fonction de la boue. Ok ? On passe au drone.
Alors du coup, pourquoi on a commencé par le même début que le premier shelter? C'est parce que les drones, ils ont été, enfin, le gros drone que nous avons, que vous avez vu là, il a été monté dans l'esprit et avec le même projet POCTEFA européen que que le premier shelter. Donc effectivement, on s'est trouvé avec un système, vous l'avez vu, il peut être libre ou captif. Captif, il va rester plus de 3 heures en l'air. Il est rechargé en permanence. Attention, il nous faut un pilote de drone, qu'il soit captif ou libre. Il nous faut un pilote de drone en permanence. L'intérêt de ce système-là, c'est de pouvoir surveiller, vous l'avez vu, non pas son voisin ni la façade de l'église, mais d'être en capacité d'aller voir et dénombrer un certain nombre de victimes. Ça permet, selon où on est placé, de surveiller les alentours, de surveiller même relativement loin, puisque vous voyez qu'on est à plusieurs centaines de mètres de visée et qui nous permet d'être positionné à un endroit et voir un petit peu l'évolution. Alors, quand il est captif comme ça va nous permettre de voir où en est l'évolution sur le terrain, de suivre ça au niveau poste de commandement pour avoir aussi une idée de ce qui se passe en temps réel. Et ensuite, deuxième option très intéressante sur laquelle on est en train de travailler énormément, c'est l'infrarouge, la recherche à victimes. Alors vous allez me dire, s'ils sont morts depuis longtemps, ça marche moins bien. Je suis d'accord, et ça ne passerait qu'en visuel. En revanche, dès lors qu'on est sur une catastrophe qui vient d'avoir lieu, que par exemple, on est sur du NRBC à proprement parler, on envoie la machine, on regarde sans trop s'approcher ce qui se passe, on arrive à dénombrer sans que nos équipiers soient clairement impactés. Oui, dis-moi. Aujourd'hui, c'est visuel. Aujourd'hui, c'est le dénombrement que tu connais. C'est-à-dire, tu pars sur le terrain, tu marches et tu comptes. On est en train de travailler clairement sur ça, sur effectivement être en capacité de voir et de comptabiliser sans erreur possible ou avec au moins un backup. En revanche, l'intérêt de voir, c'est d'être peut-être en capacité de voir à qui on a affaire. UA, UR, décédé, c'est pas la même prise en charge, on le sait. Donc, ça nous permet de dénombrer simplement. Aujourd'hui, c'est du visuel. Donc, en gros, il faut ratisser systématiquement pour avoir un focus de la zone. Après, la machine sait ratisser. On lui dit, bah, tu as tel périmètre, et la machine, elle va seule pouvoir couvrir tout le périmètre d'une certaine zone qu'on lui a prédéfinie. Si tant est qu'on soit en capacité de prédéfinir cette zone, on sera en capacité de dénombrer, mais toujours pareil, on dénombrera visuellement. Oui. Je ne crois pas. Aujourd'hui, c'est du temps réel. Je te dirais une bêtise, mais je ne crois pas. Dis-moi. Pardon ? Le pilote du drone au SAMU, c'est ni plus ni moins qu'un ARM ou un ambulancier. Donc quand il ne pilote pas du drone, il fait tout le reste. Donc on a fait le choix d'avoir, on a 2 ARM et 3 ambulanciers qui sont pilotes de drone et qui vont être dépêchés sur une catastrophe, mais il l'aurait été de toute manière sans utilisation de drone. Donc l'intérêt, c'est d'avoir du personnel formé, mais interne. Le dénombrement, ni plus ni moins. Aujourd'hui, sur un théâtre d'opération, sur une catastrophe, c'est nous qui dénombrons, pas les flics. Hein. Le dénombrement, attention, le but d'un dénombrement, c'est de savoir à quoi on a affaire, de savoir la gravité des gens, et en quelques minutes, ça te permet, sans aucune exposition, d'avoir une vue d'ensemble. Alors après, la police, effectivement, a des drones, pas partout. Les pompiers ont des drones, ce qui veut dire qu'il y a peut-être cumul. En revanche, on ne peut réellement faire un bon dénombrement que si c'est notre machine qu'on connaît, plutôt que travailler avec un autre service. Au-delà de ça, si on est en capacité de dénombrer différemment, c'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est rentrer dans on l'a fait rentrer dans ce projet initial et on s'aperçoit clairement qu'il y a
ou qui aura une vraie plus-value. Et c'est là-dessus qu'on travaille sur un dénombrement, on l'a dit, un peu plus automatique et être en capacité de ne pas se tromper ou de se tromper le moins possible sur l'évaluation des victimes. Aujourd'hui, si on prend un télépilote de la police ou du SDIS, il n'aura pas la même vision médicale que la vision médicale d'un SAMU, ni plus ni moins. C'est pour ça. Après, aujourd'hui, les drones, ils sont pour les pompiers, ils sont pour une vue d'ensemble, pour des prises de vue souvent. Nous, là, on s'en sert pour faire nos films, mais après, au-delà de ça, ils n'ont qu'un but qui est non pas démonstratif, mais un but professionnel de dénombrement. Oui. 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 On essaie de le faire comme ça. Alors, pour l'instant, on n'est que dans les balbutiements, on va être honnête. Ces machines, on les a touchées il y a un peu en retard par rapport à l'arrivée du shelter. En revanche, le dénombrement, on commence à procédurer notre dénombrement. On est en train de voir, vous l'avez vu, en fait, on a filmé un télépilote. Donc, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est arriver à mettre du monde derrière. Est-ce qu'on le projette sur le petit écran? Est-ce que, pour l'instant, on n'est qu'à voir ce qui se passe? Oui, je vous écoute. Pour l'instant, oui. Aujourd'hui, le drone, on ne peut pas l'utiliser comme on utilise notre équipe de l'avant. L'équipe de l'avant, c'est déclenchement par le médecin régulateur superviseur qui envoie une VL quelque part et tu me fais un état des lieux. Si demain, on est en capacité d'avoir suffisamment de télépilotes, d'être en capacité d'avoir aussi notre drone dans la voiture, on pourra faire un dénombrement comme ça. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, 5 télépilotes sur le SAMU de Toulouse, c'est beaucoup et rien à la fois. Voilà, donc aujourd'hui, on reste sur un fonctionnement un peu plus à l'ancienne, mais on est en train de travailler de plus en plus pour protéger nos gars, garder la ressource finalement à l'abri sur certaines opérations pour être plus efficiente sur le soin lui-même. Oui. Ouh là 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 là. Alors là, on touche quelque chose de très compliqué. En France, aujourd'hui, on a le droit de voler, grosso modo, nulle part en zone urbaine. On est d'accord? Donc, là, effectivement, il faudrait normalement demander à la DGAC un NOTAM, c'est-à-dire expliquer qu'on va voler, etc. Bon, aujourd'hui, on est sous l'égide de la SSE, c'est-à-dire que on fait fi de toute réglementation dès lors que le pronostic vital de plusieurs dizaines de personnes peut être engagé. Et donc, partant de là, on peut se permettre certaines dérogations. Après, dès lors qu'on est réellement dans la SSE, la préfecture est prévenue, l'ARS est prévenue. À un moment, on peut avoir une fin de non-recevoir pour ne pas voler. Par exemple, une grosse problématique en bordure de zone militaire, on ne volera pas. C'est pas possible, c'est interdit. Non. Non, non, non. D'abord à Toulouse, il fait toujours beau, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Non, effectivement, mais c'est comme l'utilisation de l'hélico. On a des hélicoptères, très bien. Il y a des jours, on peut tout faire en hélico. Il y a des jours, on ne fait rien. Il est cloué au sol, il y a une visibilité ridicule. Il ne marche pas. Le drone, c'est pareil. Trop de vent, il ne sortira pas. Donc, la technique, oui. Les outils, oui. En revanche, il y a un certain nombre de choses qu'on fera. Le dénombrement se fera à pied, dès lors que les drones ne volent pas, etc., etc. Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est facile à faire, mais pour l'instant, on n'en a jamais eu vraiment encore besoin, parce qu'on est vraiment sur le travail sur le dénombrement. Oui, on peut. Ça vaut une bonne quarantaine de milliers d'euros. Après, clairement, comme c'est un drone qui est gros, il a des obligations. Ce qui est très cher, c'est pas le drone, c'est les caméras qu'il y a dessous. Le drone vaut 15 000 balles. Hein. C'est pas... Non, mais c'est cher pour un drone, mais vous avez, en gros, c'est 15 quoi, parce que les caméras sont très chères. Et ce drone a une obligation, de par son poids, d'avoir un parachute de secours. Donc il est monté avec un système, s'il tombe en panne, et hop, il descend, bien sûr il va tomber, mais il tombera moins vite puisqu'il aura un parachute de secours. C'est ça qui nous a retardé dans la mise en place parce qu'on n'avait pas l'autorisation de vol tant qu'on n'avait pas reçu
le parachute. Oui. On l'a utilisé en exercice. Aujourd'hui, on l'a utilisé en exercice, on s'aperçoit que ça marche très bien, mais un exercice, c'est pas la vraie vie. Tu n'as pas la pression, tu peux dire à ton télépilote, compte-moi les victimes, parce que c'est relativement facile, on arrive même à lire ce qui est écrit sur la fiche. Hein. Donc, techniquement, là aujourd'hui, on l'a utilisé qu'en exercice, mais comme on a toujours utilisé, à part sur le Covid à proprement parler, nos systèmes sur de l'exercice. On est formé, on sait l'utiliser. Maintenant, ça pose toujours la question du fictif et du réel. Et on sait qu'on est toujours bien meilleur en réel qu'en fictif. Oui. Pardon ? Là, c'est l'Europe qui l'a payé. C'est le projet européen POCTEFA. POCTEFA, c'est un système de projet européen qui est avec une enveloppe. Donc en fait, on soumissionne, plusieurs hôpitaux vont soumissionner des projets, et ensuite, en fonction du projet qu'on amène, il est financé ou il ne l'est pas. Mais il est là, pour le coup, 100% financé par l'Europe. Le CHU ne prend, pour la décompta, c'est le CHU qui paye. Pour celui de Rangueil, c'est le CHU qui paye, mais pour celui-là, il a été financé par l'Europe. Bien évidemment, il ne faut pas se leurrer, il y a des coûts qui s'imputent au fonctionnement hospitalier, ne serait-ce que la révision des camions, la révision du drone, toute la maintenance globale arrive sur le budget hospitalier, bien sûr. Il monte à 150 mètres. Et de toute manière, enfin, il devrait pouvoir aller plus haut, mais on n'a que 150 mètres de fil, dans l'absolu, mais il monte aux alentours de 150 mètres. C'est pas... La plupart des drones ne vont pas bien plus haut, en fait. Donc là, l'idée, c'est de se... On n'a pas besoin d'aller très haut dès lors qu'on a une bonne caméra et un bon zoom. Après, et qu'on a choisi un emplacement correct pour le mettre. Voilà, tout simplement. Oui. Non, vous l'avez vu sur le film, il est soit libre et 100% sous l'égide du télépilote, soit il est captif, et à captif, il va garder énormément de autonomie, à peu près 3 heures. Ce qui nous permet de toute manière, on n'aura pas besoin de filmer pendant 3 heures. Mais l'intérêt du captif, c'est, je le monte, je surveille ce que j'ai à voir, je peux prendre le temps de demander au PCA, en cellule de crise, etc. Est-ce que ça vous suffit ? Est-ce que vous voulez autre chose ? Alors que sinon, l'autonomie de vol est forcément plus réduite, vu son poids. Et donc, du coup, il faut le descendre, changer les batteries. Là, au moins, ça nous permet d'avoir une vision, on va dire, à moyen terme. Oui. Rien. Vous l'avez vu, le drone, il est dans sa boîte. Il suffit de remonter il est quasiment installé. On enlève juste, pour le rentrer bien comme il faut, ces grosses boîtes costauds, les caméras et le système de parachute, parce que c'est un explosif qui fait partir juste, pam, et on ne voudrait pas avoir de soucis tout bêtement, c'est tout. Oui. Ils vont te donner pas mal d'informations, mais si on part sur un... Alors, on est en droit de se poser la question d'avoir un doublon de matériel. Après, clairement, selon où tu vas aller, les pompiers, le drone des pompiers ne sera pas là. Hein. Parce que, autant sur le 10 toulousain ou dans la petite couronne de Toulouse, les moyens sont tous concentrés. Par contre, si on va, par exemple, puisque la Haute-Garonne, mais nous on travaille aussi sur la Haute-Garonne, et là on peut le projeter aussi sur toute l'Occitanie, voire plus. Selon où tu vas aller, le drone, il n'y est pas. Si tu vas à la petite caserne du fin fond de la Haute-Garonne, côté Pyrénées, il n'y a pas de télépilote. Il mettra autant de temps que nous à venir, si tant est qu'il faille qu'il vienne. Donc, techniquement, l'idée, c'est aussi que, à la base, le projet n'est pas uniquement fait pour nous. Le projet, il était global, et il est encore global sur le transfrontalier. D'accord ? Donc, le dénombrement est super intéressant. L'évolution d'un chantier de l'avant est super intéressant. On va dire qu'une fois le dénombrement passé, on ne le range pas dans sa boîte. Surtout quand il est captif, tu vas surveiller ton chantier de l'avant, sans appeler 300 fois ton médecin de l'avant, et alors t'en es où, t'as fait quoi? Non, ça se voit. Un certain nombre d'informations peuvent être vues sans emmerder les gens.
Donc techniquement, laisser les gens aussi plus concentrés sur leurs tâches. Je rappelle qu'à la base, la tâche de médecin de l'avant ou de l'équipe de l'avant, c'est de dénombrer, si on ne l'a pas fait avec le drone, c'est d'orienter, c'est de soigner dans certains cas, de poser certaines choses. Si on les appelle toutes les 5 minutes pour savoir où ils en sont, ben, ils ne le font pas. Après, l'idée, c'est d'être aussi, dans tout ce qu'on fait, novateur. On fait beaucoup de recherches sur la médecine de catastrophe avec le centre de réponse à la catastrophe européen qu'on a monté. Et effectivement, l'idée, c'est on ne joue pas que pour nous. Effectivement, ce n'est pas le drone du SAMU 31, c'est essayer de travailler, de mettre en place des procédures pour aider les gens à faire les choses. C'est être dans la recherche à ce niveau-là. D'autres questions? Oui. Dans l'absolu, il faudrait que tout le monde ait tout. On sait pertinemment que ce n'est pas vrai. On sait pertinemment que les lignes de garde, des fois, il y a un manque de monde, on en a moins. Bon, très bien. Clairement, l'idée, c'est aussi de pouvoir en avoir suffisamment en cas de besoin. Est-ce que tous les SAMU en ont besoin? Je ne suis pas certain. Si tu n'as qu'un drone et pas de PMA, pas d'équipe CATA, quand je vois l'état de la médecine de catastrophe dans certains établissements, proche de rien, ok, mais ils peuvent acheter un drone. Mais qui le fera voler, qui va s'en occuper, etc. Ça ne sert à rien. En revanche, il faut déjà qu'on ait un niveau à peu près équivalent à tous sur la médecine de catastrophe, plan blanc, plan à ma vie. Et après, on verra si tout le monde doit en avoir besoin. Mais si on part du principe que on va vers des grands centres de SAMU régionaux, nous on a envie, on est aujourd'hui SAMU régional, ça nous permet de se projeter dans certains cas sur toute l'Occitanie pour travailler là-dessus. Alors après, bien sûr, il y a des délais de déplacement, on est d'accord, et c'est là qu'on va pouvoir jouer sur les pompiers s'ils en ont, parce que par exemple, on revient sur la berce de décompta, mais tous les SDIS n'ont pas une berce de décompta. Donc, et là aussi, il faut la projeter. Donc ça prend toujours du temps, on le sait, mais l'idée, c'est bien sûr d'harmoniser, mais soyons clairs, on n'a aucune harmonie aujourd'hui en France sur la médecine de catastrophe. Il y en a qui sont, comme je pense qu'on est très en avance et très investi au moins là-dessus. Vous allez dans certains centres hospitaliers, quand vous ouvrez le local plan blanc et le fascicule du local plan blanc, ça fait peur. Donc après, c'est aussi une volonté institutionnelle de faire ça. Mais les JO, les Coupes du Monde de rugby, tous ces grands rassemblements font prendre conscience aux autorités du grand ensemble l'intérêt d'avoir un peu réfléchi à la problématique. Le Covid a quand même un peu montré qu'il fallait être prêt sur une SSE qui était une SSE sanitaire à proprement parler, mais où les SAMU ne sont pas intervenus à plus d'un titre. Donc, si vous voulez, clairement, il y a un vrai travail à mener. D'autres questions? Vous savez tout? Voilà, c'est l'hôpital qui a payé, c'est le SAMU qui a payé. Enfin, le SAMU, l'hôpital. Là, nous, nos financements de télépilotes, c'est nous qui avons payé. Parce que le projet a payé un télépilote, mais il n'en payait pas 5. Nous, si on met un télépilote, il ne faut pas l'acheter le drone. Déjà 5, on est juste. On est vraiment juste. Donc, automatiquement, ça demande un investissement important. Et puis, une volonté institutionnelle. On a toujours tendance à croire, nous les SAMU, qu'on est les seuls au monde. Non, on est juste un service de l'institution et il faut que ça rentre dans le cadre d'un budget global, quoi. On est bon? Je vous libère. Vous avez un peu de temps, c'est le café.